L'avenir du traitement de la cyber, ça va être d'irriguer finalement tous les autres services. On va parler de cybersécurité aux services politiques, par exemple, avec les cyberattaques. On va en parler en économie parce que ça a des conséquences. On va en parler dans le service société parce que ça touche les hôpitaux. Finalement, c'est une matière qui a vocation à être de partout. Parce que on va pas retourner à l'âge de pierre, on va pas retourner au stylo, donc il y a zéro chance qu'on arrête de transmettre nos données sur un serveur distant avec des risques d'interception. Il y a zéro chance qu'on mette à jour tout le temps nos antivirus, qu'on prenne des réflexes de mettre des mots de passe extrêmement robustes. Il y a encore cette grosse partie-là. Il y a des générations qui sont pas sensibilisées à ça. Il y aura toujours de la matière pour nous à traiter. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisqu'il est enregistré en présence d'un public. Donc, chers auditeurs, vous qui êtes à distance, sachez qu'il y a quelques dizaines de personnes qui sont présentes dans la salle dans laquelle j'enregistre aujourd'hui. Donc, petite pression, je suis assez impressionnée de voir autant de monde présent, donc merci à vous déjà d'avoir répondu à mon invitation. Je suis ravie de vous rencontrer en vrai pour certains, et puis pour d'autres de les revoir puisque je vois quelques têtes connues dans la salle. Donc c'est la première fois que j'organise un épisode qui est ouvert au public, et pour vous donner le contexte, donc nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2024 et j'ai déplacé mon studio sur le campus de la Guardia Cyber Security School à la Grande Arche de la Défense. Pour être plus précis, nous sommes au 32e étage, donc on a une superbe vue sur tout Paris. Il faut savoir que la Guardia, elle a une partie de son campus ici même et c'est vraiment très très sympa. D'ailleurs, je remercie donc Nicolas Saben qui m'a proposé d'enregistrer cet épisode sur son campus. C'était vraiment une très belle idée, donc merci beaucoup. Donc pour cet épisode exceptionnel, on peut le dire, j'ai l'immense plaisir de recevoir 3 invités qui sont des journalistes spécialisés en tech et en cyber. On va parler aujourd'hui de la place de la cybersécurité dans les médias. Donc j'accueille aujourd'hui Florian Deb, qui est journaliste aux Échos. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour à tous. J'accueille également Bogdan Bodnar, qui est journaliste chez Numérama. Bonjour Bogdan. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir Damien Licata-Caruso, qui est journaliste chez Le Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir. Bonsoir Damien. Merci à tous les 3 déjà d'avoir accepté de me suivre dans cette aventure et de passer de l'autre côté du micro pour nous parler de votre métier. Donc, chers auditeurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est assez rare parce que souvent on critique les journalistes, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses de leur travail, dont la mission, donc je le rappelle ici, c'est d'informer leur public sur les sujets dont ils sont en charge. Donc, pour ce qui est de cet épisode, on va parler du traitement des sujets cyber dans ces 3 médias de presse écrite, que sont donc Les Échos, Le Parisien, aujourd'hui en France, et Numérama. Donc pour rappel, ce sont tous les 3 des médias qui sont assez différents, qui s'adressent à des publics différents. Donc par exemple, si je commence par Les Échos, évidemment, Florian, tu me coupes si je me trompe. C'est le média de référence pour les cadres et les dirigeants. Le Parisien aujourd'hui en France est un média grand public qui s'adresse à un lectorat non spécialisé, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et enfin, Numérama se positionne plutôt comme un média grand public également, mais avec un intérêt plutôt marqué pour le numérique. D'ailleurs, on va faire un petit sondage en live que je vais décrire en audio pour les auditeurs qui sont à distance. Est-ce que ça vous arrive, vous pouvez lever la main si vous répondez par oui. Est-ce que ça vous arrive de lire Les Échos quand vous tombez sur un article en ligne ou sur papier ? Waouh, quel succès ! Quel succès ! Moi aussi, hein, évidemment, je lève la main. Donc il y a beaucoup de monde qui a levé la main dans la salle. J'aime beaucoup lire les articles de Florian et de sa collègue Leïla, d'ailleurs, que je salue si elle nous écoute aujourd'hui. Alors, même question, évidemment, pour Le Parisien aujourd'hui en France. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui lisent ce média de temps en temps ? Waouh, aussi beaucoup de succès. Superbe score. Merci. Alors la pression là. Beaucoup de mains levées. Attention, la pression, Bogdan. Moi aussi, je lis Le Parisien depuis que j'ai rencontré Damien. Je lis ces articles avec un autre regard et je pense que c'est peut-être ce qui va vous arriver aussi après cet épisode. Et enfin, qui parmi vous lit régulièrement ou de temps en temps Numérama quand il tombe sur un article de Numérama ?
C'est pas vrai. Tu vois, Bogdan, toi aussi, tu as ton lectorat en face de toi. Je pense que parmi nos auditeurs, il doit y en avoir pas mal qui te lisent également. Donc, mais là, ce que je vois, c'est tous les trois, c'est votre moment aujourd'hui. Donc, il y a des gens très polis, surtout, j'ai l'impression. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu pour ce petit sondage. Donc, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je donne la parole à mes invités qui sont les mieux placés pour se présenter. On va commencer par toi, Florian, si tu veux bien. Comment est-ce que tu es devenu journaliste spécialisé chez Les Échos ? Et surtout, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au sujet du numérique ? Alors, je suis devenu journaliste aux Échos spécialisé dans la tech parce que ça m'intéressait beaucoup. Je ne fais pas que de la cyber. Je couvre aussi le marché du cloud. J'ai longtemps couvert aussi l'électronique, les semi-conducteurs. Je couvre le logiciel, je couvre les télécoms, je couvre les réseaux sociaux. Et dans tout ça, il y a de la cyber un peu partout finalement. Comment je me suis intéressé à la cyber ? C'est d'abord une curiosité de ma part. À un moment, je m'intéressais beaucoup au sujet qui intéressait les directions informatiques. Et il se trouve que la cybersécurité montait de plus en plus dans leur agenda. Et cette curiosité, ensuite, s'est imposée à moi comme un sujet évident parce qu'il y a eu de plus en plus d'attaques et que ça intéressait de plus en plus de monde. Et de là, j'ai commencé à écrire régulièrement sur la cybersécurité. Donc 13 ans aux Échos, au service Tech Média, et la cyber est une partie de ton travail. Si je Exactement. résume. Merci beaucoup Florian. Bogdan, est-ce que tu veux te présenter aussi ? Oui. Donc moi, je me suis concentré sur la cybersécurité, tout ce qui est menaces cyber depuis, on va dire, 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, depuis que j'ai atterri chez Numérama. Entre-temps, on va dire sur tout mon parcours, je suis passé par le Parisien où j'ai pu rencontrer Damien. Et si on remonte même avant, je me rappelle que Florian m'a donné des cours d'écriture, donc je suis un peu le gamin des trois. C'est les archives, ça. J'ai fait près de 3 ans à l'Express. Donc quand j'ai débarqué, on m'avait donné les sujets tech. Étant le plus jeune, généralement, on vous dit c'est toi qui comprends Instagram, TikTok, donc tu vas t'en occuper. Il se trouve que je suis d'origine ukrainienne, et donc l'ukrainien est ma langue natale. Je comprenais aussi le russe. Et il se trouve que les méchants, c'était aussi souvent les Russes. Donc on m'a dit tu vas te mettre dessus aussi. Et la cyber, c'était d'abord de manière opportuniste avec quelques attaques de ce qu'on appelle aujourd'hui les APT, donc tout ce qui est les groupes liés au Kremlin, aux institutions étatiques. Et à partir de 2022, chez Numérama, je me suis, on va dire, au quotidien concentré sur la cybersécurité, les hackers, toutes les menaces, et puis même vos petits mails de phishing que vous recevez. Avec un angle surtout géopolitique, d'après ce que je comprends. Ça, on va dire, on essaie de faire plus large. Bon, après, il y a un peu de tout. Et puis, ça m'arrive aussi d'écrire très souvent sur tout ce qui est armes technologiques, puisqu'aujourd'hui, la cyber, on peut arrêter un char d'assaut très connecté aujourd'hui avec des éléments de cyber. Donc, tout ça, c'est lié. Ouais. Merci beaucoup Bogdan. Damien, je te laisse te présenter pour finir. Oui, j'ai historiquement couvert la tech en général, les smartphones, tout ce qui peuvent contenir les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. Et puis on en est venu progressivement à la cyber quand ça a commencé à intéresser nos lecteurs, quand ça a commencé vraiment à les toucher, typiquement quand il y a eu des cyberattaques contre les hôpitaux. Quand on s'est rendu compte que vos bases de données étaient parfois dans la nature, quand on s'est rendu compte que les mots de passe étaient très mal protégés, c'est devenu un vrai sujet grand public. Le cœur du Parisien, c'est d'expliquer aux gens ce qui se passe dans leur vie au quotidien. C'est devenu un sujet extrêmement brûlant il y a à peu près 5 ans. Il y a eu des exemples un peu avant, mais c'était à la marge, et c'est devenu vraiment, avec le Covid et cette époque un peu compliquée, un vrai sujet pour tout le monde. Et logiquement, on s'y est intéressé, on est monté en puissance dessus. On a aussi ressenti un intérêt des gens. Et maintenant, la cyber, ça représente à peu près peut-être 20% des sujets que je vais traiter. Et malheureusement, ça devient de plus en plus prégnant dans l'actualité. Donc, on est obligé de se mobiliser sur ce genre de choses, de se spécialiser, de rencontrer des gens passionnants et passionnés, et d'apprendre en permanence, et surtout de transmettre à nos lecteurs, parce qu'on a aussi un gros travail en tant que média d'éducation, de pédagogie, de rappeler des règles de base d'hygiène numérique. Et c'est vraiment le cœur de notre métier. Donc, c'était assez facile pour nous de passer à la cyber.
On va y revenir justement sur l'évolution de la place de la cyber dans vos médias. Comment est-ce que vous avez fait pour vous former sur les sujets cyber, vous, qui n'avez pas forcément accès à un expert en cybersécurité comme moi au 2e étage dans mon entreprise? Comment est-ce qu'on se forme sur un sujet aussi technique quand on arrive dans le milieu? Bogdan, est-ce que tu veux commencer? Ouais, alors moi je trouve que... Enfin, ce qu'il y a peut-être des gens vont pas aimer entendre ce que je vais dire, mais on n'a pas besoin d'être extrêmement spécialisé en réalité, parce que en l'occurrence tous les trois on parle à un grand public. Alors peut-être Numérama ils sont un peu plus intéressés par la tech, mais d'abord on doit savoir parler autant à une grand-mère que quelqu'un de spécialiste. Et donc à partir de là, on cherche à être suffisamment juste expert pour pouvoir comprendre tous les termes techniques et tout ce qui se déroule, mais aussi savoir le vulgariser. Donc je peux donner la définition d'un ransomware, d'un DDoS. Maintenant, on peut en lancer un, parce que aussi tout le monde peut le faire aussi. Maintenant, pour entrer de manière très technique, il y a beaucoup de choses que je peux pas expliquer aujourd'hui. Et comment on apprend les définitions de ces termes? En fait, c'est tout simplement en interrogeant les personnes. On n'a pas un formateur qui débarque dans l'entreprise pour nous dire maintenant, tu vas passer un mois avec moi et je vais t'apprendre la cyber. C'est plus, on a la chance en tant que journaliste de rencontrer beaucoup d'experts. Et en plus, il se trouve que dans ce secteur-là, ils aiment bien parler, parce que je pense qu'ils sont très souvent dans les bureaux, ils rencontrent pas beaucoup de gens. Donc quand on leur parle, ils ont beaucoup de choses à nous dire. C'est très intéressant parce que eux aussi ils savent vulgariser, et à travers eux on apprend, et la manière dont on apprend, on arrive à encore mieux expliquer derrière au lecteur tous les intérêts et tous les enjeux derrière les sujets. Et Florian, toi tu me disais que ce qui fait la différence, c'est d'avoir des experts dans ton réseau, en fait, c'est ça? C'est ça, ce que dit Bogdan est très vrai. Finalement, quand on est journaliste, s'intéresser à la cyber, c'est comme pour n'importe quel sujet. Moi, je suis arrivé sur mon poste, je connaissais rien du tout aux puces électroniques, mais à force de rencontrer des gens dans ce métier-là, j'ai appris beaucoup. Et pour la cyber, c'est pareil. Au bout de 1, 2, 3, 10, peut-être 100 rendez-vous, forcément, on monte un petit peu en compétences. Et c'est là-dessus qu'on peut devenir un pseudo-expert, parce qu'on ne l'est jamais vraiment. Mais en tout cas, suffisamment expert pour tenir une conversation, et ensuite revenir en arrière et vulgariser pour le lecteur qui, lui, bien souvent, a peut-être 15 secondes, 30 secondes par jour à consacrer à la cyber, et il va falloir expliquer rapidement ce qu'il en est. Et Damien, toi, en plus de ta liste d'experts, tu vas à des événements cyber comme le FIC. Oui, on rencontre d'excellents experts, et on a surtout un retour d'expérience avec des boîtes. On rencontre aussi des gens passionnés, et je crois que la matière, la cyber, c'est une grande aussi leçon de modestie, parce que les journalistes pensent savoir beaucoup de choses, et quand on rencontre des gens qui nous parfois corrigent, c'est toujours bien aussi, c'est toujours bon à apprendre. Donc on apprend en permanence, et je pense que ça fait partie aussi de l'exercice. Et on est dans un métier où il faut être curieux, donc il faut apprendre un nouveau jargon. Parfois il y a des termes techniques, il faut les apprivoiser. Et je pense que pour le coup, c'était une matière qui s'y prêtait. Du coup, c'était assez naturel d'y passer. Eh ben, merci à tous les trois pour ce premier petit tour de table. Je voulais quand même préciser qu'on va prendre des questions du public à la fin de cet épisode, en particulier des questions préparées par des étudiants de la Guardia qui sont également présents aujourd'hui, et que je voulais remercier parce qu'ils ont aidé à l'organisation de cet événement. Donc merci à eux, et on prendra vos questions à la fin. Alors pour commencer notre discussion, c'est maintenant que ça commence seulement. On va faire un petit historique, justement, t'en parlais Damien, du traitement des sujets cyber dans vos médias. Il me semble qu'il y a 2 dates qui ont marqué un tournant dans le traitement de l'information. La première, c'est 2017, avec la première vague des ransomware, NotPetya et WannaCry. Et la deuxième, c'est le Covid, qui a été un autre point de bascule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces 2 événements ont impacté le traitement de l'information cyber au sein de vos rédactions? On peut peut-être commencer par toi, Florian, parce que tu me disais que toi, c'était 2017 qui a été le vrai tournant. Il y a eu ce week-end de toutes les peurs. Est-ce que tu peux revenir dessus? Alors, dans mon cas, c'est 2017, mais il faudrait peut-être aussi interroger des journalistes qui étaient là avant nous et qui auraient peut-être un autre regard. Mais en tout cas, j'ai dû commencer à m'intéresser à la cyber en 2013 peut-être. Donc entre 2013 et 2017, il y a eu un vrai changement de situation en 2017 avec WannaCry, NotPetya, donc les premières grosses vagues de rançongiciel qui ont
défrayer la chronique. WannaCry, c'est pour les Échos, on l'a surtout vu comme l'attaque qui a forcé Renault à arrêter ses usines le temps d'un week-end. J'avais écrit un article le week-end de toutes les peurs parce que chez Renault, chez EDF, chez plein d'entreprises, les RSSI étaient à pied d'œuvre par crainte de devoir également arrêter la production. Donc ça a un événement économique évidemment assez majeur qui méritait donc l'attention des Échos. Et ensuite quelques semaines après, NotPetya qui touche pour le coup Saint-Gobain, une autre entreprise du CAC 40. Et là, déjà il y avait la répétition en quelques semaines de grosses attaques, et surtout on a eu quelques mois après des chiffres sur l'impact de cette attaque. De mémoire, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont envolés. Et forcément c'est marquant sur le plan économique, un tel chiffre. Et là on s'est rendu compte que les cyberattaques avaient un vrai impact sur les entreprises et éventuellement leur cours de bourse ou autre. Et Damien, pour toi, c'était pas 2017, c'était le Covid. Est-ce que tu peux nous raconter ? Il y a eu effectivement aussi quand même une première vague en 2017. On a commencé vraiment à parler d'un terme de ransomware. Avant, je pense que les gens pensaient que uniquement les virus passaient par les emails, que ça avait très peu d'impact dans leur vie de tous les jours, et que ça avait très peu d'impact dans les entreprises, parce que les entreprises étaient évidemment bien protégées. WannaCry et NotPetya, ça a prouvé le contraire assez rapidement, et s'est rendu compte que ça pouvait avoir un impact dans la vie d'un industriel, de Saint-Gobain aussi. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a eu la deuxième vague du Covid. On était tous à la maison, on passait beaucoup de temps sur les écrans, on prenait parfois aussi des risques, et ça s'est aussi matérialisé par de nouvelles vagues, des gens qui avaient beaucoup d'intérêt pour nos données, qui avaient beaucoup d'intérêt pour les données de nos employeurs, et qui avaient à un moment trouvé un modèle économique qui était de faire du chantage aux données et d'exploiter cette filière-là de manière industrialisée. C'est ce qui a changé, je pense. C'est ce virage-là qu'on a ressenti dans la massification. En fait, on se retrouvait à faire peut-être un sujet tous les 3 mois sur la ransomware, et à partir de 2020, je pense qu'on était dans une logique quasiment toutes les 2 semaines. Donc il y a eu quand même une grosse accélération qui a été aussi liée au contexte. Donc on a vu tout de suite l'impact que ça a pu avoir dans la vie des gens, dans la vie des entreprises, et on a vu un regain d'intérêt de nos lecteurs aussi pour comprendre ce qui se passait. Oui, notamment parce que c'était leurs données qui étaient piratées via les attaques sur les hôpitaux publics, les mutuelles, etc. Parce qu'avant, ça n'arrivait qu'aux autres ou qu'aux entreprises. On se sentait un peu protégé. Mais le problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans un contexte extrêmement anxiogène. Et là, on s'en prenait à un patrimoine commun qui sont les hôpitaux. Plus pouvoir accéder à un service d'urgence, devoir reporter une opération, ça avait une vraie conséquence dans la vie des gens. C'était pas juste, c'est pas grave, je changerai mon mot de passe et ça passera. Il y avait une vraie notion d'urgence. En plus, dans le contexte sanitaire, c'était vraiment l'angoisse, une forme de parano qui se développait. Donc on voulait pas non plus rajouter une couche de parano à la parano, mais il fallait quand même en parler pour sensibiliser les gens et se poser la question de l'après. Et toi, Bogdan, est-ce qu'il y a eu un tournant comme 2017 ou le Covid qui a été ressenti ? Moi, j'arrive après mes 2 confrères, mais on peut même parler d'un 3e acte avec l'Ukraine. En fait, la peur entraîne automatiquement une consultation accrue des médias. Je pense qu'on peut le voir sur nos audiences. Et derrière, on peut faire la cyber, c'est une manière de faire la guerre sans envoyer des missiles. C'est une manière de toucher des civils sans leur tirer dessus. Et donc l'Ukraine a un peu provoqué forcément cet effet de panique de comment une puissance étrangère peut nous toucher directement chez nous sans envoyer d'armes. Donc on va dire que le moindre fait cyber, la moindre attaque, la plus basique, la plus ordinaire entraînait beaucoup de lectures chez nous, entraînait beaucoup, on va dire beaucoup de réactions. Alors ça a un peu calmé, mais malgré tout, on reste quand même on reste quand même dans un état de guerre, déjà en Europe. Et donc je pense que maintenant il y a un 3e acte après le réveil avec WannaCry et tout ça, on va dire dans le monde moderne, dans le fait que maintenant qu'on est tous connectés, maintenant qu'il y a des réseaux sociaux, on peut être touché, une entreprise peut être touchée. Après le Covid où on a débarqué en télétravail,
où on a commencé à se dire bon, il y a les ransomware. Finalement, moi, je peux être responsable de la ruine de mon entreprise. Enfin, je caricature un peu, mais il y a un peu de ça aussi. Hein. Et puis maintenant, on rentre dans les faits où est-ce que un État peut nous nuire? On le savait, mais on rentre dans le concret. Est-ce qu'un État peut nous nuire à distance? Et ça, c'est quelque chose qui est devenu quotidien et sur lequel on est tous amenés à écrire dans le journalisme. Souvent, on me dit, Leslie, tu sais, la cybersécurité, c'est un sujet niche, ça intéresse pas grand monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette remarque? Est-ce que c'est un sujet qui était niche et qui est en train de devenir grand public par rapport à tout ce que vous venez de dire? Damien, si tu veux répondre. Oui, clairement, je pense qu'on a vu, et puis ça se matérialise dans les chiffres à la fois d'audience, des abonnés numériques qui sont prêts maintenant à payer pour lire un sujet sur la cyber, ce qui, il y a 5 ans, vous m'auriez posé la question, c'était absolument impossible. Les gens, ils lisaient peut-être le titre, ils disaient « Oh bon, une nouvelle cyberattaque » qui passait à autre chose assez rapidement. Maintenant, ça a tellement de conséquences dans la vie réelle qu'ils se plongent dedans, qu'ils sont prêts. Un des vrais critères, c'est de prendre un abonnement, et je vous y invite d'ailleurs. C'est important et c'est un beau marqueur pour nous. Et Florian, toi, tu me disais à contrario que c'est un sujet plutôt du ressort de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue? C'est aux entreprises de sécuriser leurs solutions. C'est pas un sujet qui doit concerner le grand public, mais plus les entreprises. Alors, ça doit concerner le grand public parce qu'il faut être méfiant, mais c'est vrai que la solution au problème de cyber-insécurité viendra sans doute de la part des entreprises qui conçoivent les logiciels, qui conçoivent même les produits du quotidien, qui sont de plus en plus connectés. Et si ces entreprises-là font davantage attention à la sécurité, ne serait-ce que éviter de mettre un password par défaut qui serait écrit défaut ou admin, ça peut aider grandement à sécuriser les choses. Donc oui, il y a une responsabilité de la part des entreprises, et d'ailleurs il y a des règlements européens qui les incitent à devenir responsables. Non, il y a pour le coup, si on parle des responsabilités des entreprises, dans la profession de journaliste, je pense qu'il y a aussi notre responsabilité à nous, c'est aussi de confronter les gens qui ont du pouvoir, des capacités par rapport à leurs défauts. Et quand une entreprise est prise à défaut, je pense que c'est très important d'en parler, justement pour la mettre face à ces contradictions en disant non, on était très bien protégé. La preuve que non, parce que vos données sont dans la nature. Et je pense, c'était mon ressenti à l'époque, et ça l'est toujours. Ça nous a un peu, c'est pas redorer le blason des journalistes, mais on a peu de marge finalement pour critiquer plein de grandes entreprises de la tech. Et quand on les met face à leurs responsabilités, on retrouve un peu, moi je trouve qu'il y a un regain d'intérêt pour notre métier. Justement, on va revenir sur le traitement des cyberattaques dans les médias. J'ai souvent dit dans mon podcast que j'avais du mal à trouver des témoignages qui paraissent dans la presse. Il y en a peu. Ce qu'on lit, c'est un peu toujours les mêmes exemples. C'est des hôpitaux ou des collectivités qui se font attaquer. Donc, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui se font attaquer. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'évoquer les cyberattaques des entreprises? Tous les trois, vous m'avez parlé du risque de participer à la cyberattaque. Donc, la grande question, c'est est-ce qu'on fait partie du problème quand on se met à en parler? Florian, si tu veux te lancer sur ce sujet. Vaste sujet. Écrire sur la cybersécurité, écrire sur les cyberattaques, c'est toujours délicat. Surtout si on écrit au moment où l'attaque est en cours. Ça rajoute de la pression sur la victime. Et a fortiori, ça peut même donner une part de gloire à l'attaquant, ce qui est souvent recherché d'ailleurs par ces groupes, parce que ce sont des groupes très organisés qui, comme n'importe quelle entreprise, en fait, ont une marque employeur à défendre. Et quand ils réussissent un bon coup, pour eux, c'est tout bénef parce qu'ils vont gagner de l'argent sans doute, mais en plus, ils vont recruter des nouveaux affiliés. Et donc évidemment, quand on écrit sur ces questions-là, il faut y réfléchir. Alors moi cette problématique-là, parce que je cherche pas à révéler des attaques. Mon parti pris, c'est plutôt d'expliquer ce qui a pu se passer, un peu en mode rétexte, si on prend le jargon du secteur, pour en tirer des leçons. Mais c'est évident que c'est aussi
très important d'informer le public quand une cyberattaque est en cours. Et pour ceux qui le font, ça peut être parfois beaucoup plus compliqué que ça. Et justement, Damien, toi, tu me disais, tu demandes toujours l'autorisation de l'entreprise avant. C'est pas tant l'autorisation, c'est quand même, on a un métier où il faut faire du contradictoire. Si on a une seule voix qui nous dit oui, on a réussi à voler les données, et que l'entreprise ne le confirme pas, il y a quand même un problème. Il faut qu'on ait aussi cette part des responsabilités-là, pas uniquement parce qu'il y a un risque de procès derrière pour diffamation et d'autres désagréments, mais c'est juste parce qu'il faut donner la voix aux deux parties, comme dans n'importe quel sujet. La cyber, finalement, n'échappe pas à cette règle de base. Il faut aussi qu'on ait l'entreprise qui nous confirme ou pas, même si elle traîne les pieds, même si elle va nier pendant 2 heures, 2 jours. À un moment, si nous, on va la mettre face à ses responsabilités, il faut qu'elle le reconnaisse, il faut qu'elle le reconnaisse publiquement. Et tu avais un exemple avec Bouygues Construction en 2020 ? Oui, où ça a un peu traîné les pieds ce jour-là, où on avait des témoignages des employés qui n'arrivaient plus à accéder au siège du groupe, qui n'arrivaient plus à accéder aux emails professionnels. Et en parallèle, on avait un groupe d'attaquants qui, lui, avait publié un échantillon de tout ce qu'il avait pu voler sur des serveurs qui appartenaient à Bouygues. Et Bouygues était dans le déni pendant toute une journée. J'avais beau leur dire que j'avais les photos de vacances de leurs employés devant les yeux et des passeports et des autorisations et des contrats de travail devant les yeux. Ils niaient en bloc. Ils ont nié jusqu'à peu près 17 heures, qui correspond à la fermeture de la bourse. Et là, ils ont été obligés de reconnaître qu'il y avait un gros problème. Bogdan, tu as des exemples similaires ? Alors oui, j'avais un exemple, mais tu faisais bien de citer le côté contradictoire. C'était avec Thales. Alors vous connaissez tous Logbit. On cite souvent Thales comme une des victimes de Logbit, ce qu'ils sont, oui et non. Alors malheureusement, on est quand même sous le diktat de l'algorithme de Google, notamment pour le web. Donc on cherche à publier vite, on cherche à récupérer des mots-clés qui vont vite nous faire remonter dans l'algorithme. Et donc dans votre page actualité. Donc cyberattaque aujourd'hui, quand vous le voyez dans un article, ça veut tout et rien dire. Et quand on met une entreprise comme par exemple Thales, ça veut aussi tout et rien dire. À quel point Thales est impacté, ou est-ce que c'est un partenaire? Et là, en l'occurrence, Logbit avait touché un partenaire de Thales, qui était une sorte de contractant en Malaisie. On va dire tout ce qui était secret défense, enfin tout ce qui est très confidentiel n'a pas été révélé. En revanche, Logbit, parce que c'est une super entreprise de com, a bien mis Thales, a bien dit il y a demain, l'arme de demain sera révélée et tout est dans les dossiers. Et si évidemment s'ils payent pas les 14 000 milliards d'euros qu'on leur demande, ça sera la ruine de l'entreprise. Et je pense que, étant donné que Thales est une entreprise donc internationale et un des fleurons nationaux, tout de suite, il y a beaucoup de journalistes qui, eux, sont peut-être pas dans la cyber, sont amenés à travailler dessus. Ils voient cyberattaque, Thales, ils voient données, ils voient enjeux stratégiques. Et donc, tout le monde se jette en écrivant cyberattaque contre Thales, des données confidentielles dérobées, alors qu'on parle bien d'un aéroport en Malaisie avec quelques plans qui ont été révélés. Évidemment, c'est pas top, c'est pas super pour l'entreprise. Quand on regarde dans le détail, c'est quand même bien moins grave ce qui s'est réellement déroulé, mais malgré tout, ça a un impact assez violent sur l'image de Thales. Et d'où l'intérêt de contacter quand même la boîte qui a été visée, la victime, pour qu'elle donne son point de vue, qu'elle nous prouve aussi ce qui a été volé ou non. Par contre, après, il faut pas non plus rentrer dans sa logique de communication où elle va évidemment minimiser parce qu'elle a tout intérêt à le faire et surtout elle va essayer de protéger sa réputation. C'est quand même un jeu de poker menteur entre les attaquants et la défense où tout le monde va essayer d'éviter de reconnaître ses fautes. On va reparler du marketing des cybercriminels parce que c'est super intéressant. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir si vous avez justement un peu les mains dans le cambouis. Vous me dites, vous voyez, c'est toi qui as vu la fuite de données, tu avais les photos de vacances des employés sous les yeux. Comment vous faites pour être au courant des fuites de données? Est-ce que vous allez sur le dark web? Comment vous savez ça? Alors, ce qui est fuite de données, généralement, si on a un bon hacker, on met un extrait, un exemple, donc histoire de confirmer, vérifier qu'on a bien quelque chose en main. Il n'y a pas besoin d'aller sur le darknet ici. Je suppose que tout le monde comprend un peu tous les termes. Donc, soit c'est un forum qui est accessible à absolument tout le monde et on voit juste une ligne de 2000, 3000 noms. Parfois, c'est déjà assez pour se dire il y a quelque chose. Quand c'est sur le Darknet, donc c'est donc des entreprises
des groupes de hackers. Oh, c'est lapsus révélateur. Qui ont des groupes de hackers qui eux aussi ont leur site et qui publient quelques extraits, souvent à destination des journalistes. Hein. D'abord à la destination de l'entreprise pour lui dire on a quelque chose en main, mais souvent à destination des journalistes. Donc là, on parle seulement des extraits. À partir des extraits, on peut dire qu'ils ont déjà quelque chose en main. Si je vois, moi, par exemple, ça me rappelle Sartrouville qui s'était fait Cuba, là où je sais plus qui. Et si je vois déjà une dizaine de passeports d'employés municipaux, c'est assez pour moi pour me dire, OK, donc ils ont en main un dossier RH. Et donc, ils ont les données personnelles de fonctionnaires français. C'est dans tous les cas, c'est très accessible. Ça peut paraître assez opaque, assez obscur pour des gens qui sont pas dans la cyber. Sinon, c'est des choses sur lesquelles on a notre liste de sites et on y va tout de suite à partir du moment où on voit tous les bots qui nous alarment sur une cyberattaque. Donc toi, Damien, c'est Telegram aussi. Telegram, les réseaux sociaux, les experts aussi qui peuvent nous alerter de temps à autre en nous disant, mais les experts notamment étrangers qui eux ont une belle veille et qui nous disent là il y a un attaquant qui revendique une cible française, faut peut-être s'y intéresser. Et parfois aussi nous demandent vraiment de mettre les mains dans le cambouis à ce moment-là, c'est de regarder à quoi correspondent ces données, si elles sont crédibles, si elles ont une vraie valeur. Parce que je vais prendre un exemple d'il y a quelques temps, c'était un groupe qui revendiquait d'avoir tapé le ministère de la Justice. Sauf que quand on regardait un petit peu plus près, ils avaient tapé en fait un notaire qui avait quelques lettres en PDF avec l'entête du ministère de la Justice, et ça les justifiait en fait l'attaque contre le ministère de la Justice, qui est quand même une entité de l'État. Ouais. Et Florian, toi, ça t'arrive que les hackers te contactent aussi pour diffuser des fuites de données? Est-ce que c'est des choses qui arrivent? Pas des hackers, des anciens hackers ont pu me contacter pour montrer à quel point ils étaient, comment on dit, reconvertis. Ah, l'autre côté. Et donc, du coup, j'ai pu discuter avec eux à ce moment-là, et donc ils m'ont raconté comment ils opéraient dans leur vie d'avant. Voilà. Et donc, on disait aussi, il y a des hackers éthiques qui participent. Est-ce qu'ils participent aussi quand ils publient sur LinkedIn ou Twitter? Il y en a qui publient tout de suite. Ah, j'ai vu une fuite de données quelque part. C'est un peu sans le vouloir, ils participent aussi à l'attaque. Donc, s'ils sont éthiques, normalement, ils font pas ça. Ils vont voir d'abord l'entreprise. Finalement, ils rentrent dans le jeu des hackers sans le vouloir, et c'est ce que veulent les cybercriminels. On va les appeler plutôt comme ça, du coup. Peut-être par ricochet, oui, mais ils n'ont pas aussi forcément le réflexe de journalistes qui vont vérifier d'abord ce qui s'est vraiment passé avant de lâcher dans la nature le nom d'une boîte, quelques extraits, et de mettre justement un peu plus la pression sur la boîte et contribuer effectivement à la pression que peuvent exercer les hackers sur la boîte dans sa demande de rançon, dans ses négociations. On essaye d'éviter de le faire, nous, et ce serait bien que aussi les hackers éthiques et d'autres lanceurs d'alerte, qui sont certainement pleins de bonnes intentions, évitent de le faire aussi. Le message est passé. Les groupes de cybercriminels, ils ont leur propre service de presse. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Voire même, ils sont formés au marketing. Ils mettent à disposition des chaînes Telegram. Ils ont des noms de gangs, comme on peut avoir un nom d'entreprise. Ils ont des visuels associés à leur nom de gang. C'est un peu, faut être le gang qui fait le plus peur, qui est le plus fort. Quel est l'intérêt derrière pour les cybercriminels d'être finalement aussi visibles alors qu'ils sont censés se cacher? C'est des criminels. Pourquoi ils font ça? Bogdan, si tu veux répondre. Alors, c'est du branding, hein, comme ce qu'on voit là autour, les grands panneaux avec les noms d'entreprise, c'est du pur branding. Donc, on connaît les noms des mafias, des cartels, de tous les groupes criminels. D'abord, il faut savoir faire peur. Ça veut dire que si on se fait attaquer par cette entreprise alors qu'elle est déjà connue, évidemment, si demain je me fais kidnapper par quelqu'un de nobody, alors évidemment je serais très inquiété, mais j'aurais beaucoup plus de doutes sur ce qui est en train de se dérouler. Si j'apprends que c'est le cartel mexicain ou quelque chose comme ça, il y a tout de suite un autre effet qui est provoqué. C'est pareil avec ces organisations criminelles. Pourquoi elles ont besoin d'un branding? D'abord pour cette première raison, pour pouvoir mettre la pression sur leurs prochaines victimes, et deuxièmement c'est pour nous utiliser, nous, on va dire les journalistes, parce qu'il y a des noms, des images qui vont revenir. Alors oui, la plupart, on va dire, alors ils n'ont pas des groupes de presse de la manière qu'on les entend comme les entreprises, avec le bureau de Sylvie chez qui on peut aller toquer, quoi. Mais ils ont quelqu'un qui sera, on va dire,
plus spécialisés pour du moins communiquer avec les journalistes ou avec les entreprises. Souvent, c'est une sorte de double poste. On le voit sur les forums de hackers, notamment russophones, XSS. On peut voir qu'ils recherchent des gens qui sont très à l'aise à l'oral, qui sont très à l'aise pour négocier, pour communiquer dans plusieurs langues. Le plus souvent, alors on le sait qu'ils sont oui, non, intouchables. On peut les toucher, mais bon, quand ils sont dans certains pays où il n'y a pas d'extradition avec l'Europe, les États-Unis, ils sont quand même en sécurité. Donc, ils ont toute la place et tout le temps pour créer une image de marque, fabriquer une réputation et puis bâtir une entreprise avec des postes. Parfois, on le voit aussi avec des congés payés, des employés du mois et des services de communication qui, eux, seront à même de pouvoir discuter avec nous, avec les victimes. Florian ? Il y a un intérêt aussi pour ces groupes. Je parlais d'affiliés tout à l'heure. C'est qu'il faut un peu voir moi j'appelle ça des mafias, mais ces mafias, c'est des réseaux de franchise. Et donc, de la même façon qu'un restaurateur est peut-être préféré travailler pour McDonald's ou Buffalo Grill parce que la marque est installée, quelqu'un qui commence à être un peu bon en cyber, il va vouloir rejoindre un Logbit ou à l'époque un Conti en se disant qu'il va bénéficier de sa réputation, de services aussi que l'entité principale fournit à ses affiliés contre la rémunération évidemment. Et c'est tout le modèle en fait. Une petite main mène la cyberattaque mais reverse de l'argent à une entité au-dessus qui lui a offert des services divers et variés pour réussir son larcin. Et on parlait justement des codes visuels, du branding des gangs de hackers. J'aimerais bien qu'on revienne dessus. Je pense que tout le monde ici sait que c'est mon sujet préféré, le sweat à capuche, les têtes de mort, les jeunes hommes qui codent dans le noir et qui font peur. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces codes-là ? Est-ce qu'ils reflètent la réalité ou est-ce qu'on est dans le mythe total ? Bogdan, je sais que tu fais partie de ceux qui adhèrent à ces codes visuels. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ouais, adhérer, oui. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, alors, c'est très cliché, je peux l'admettre. Néanmoins, alors, quand on parle évidemment, on peut jamais tout généraliser, on peut pas généraliser un métier, une sphère. Néanmoins, quand on part du côté cybercriminel, il y a encore récemment, j'ai écrit un papier sur le plus grand, pas le plus grand, mais le cybercriminel le plus recherché de Finlande, qui s'est fait arrêter en France, pas loin d'ici d'ailleurs, parce qu'il avait piraté un centre psychiatrique en balançant ensuite parce qu'il n'avait pas réussi à vendre les données, il a balancé donc toutes les discussions avec le psychiatre, donc ça va pas avec ma femme, ça va pas avec mes enfants, tout un tas de choses. Et puis quand on regardait le profil, c'était vraiment le cliché du gamin nihiliste qui était un petit génie évidemment de la cybersécurité. Mais il répondait à vraiment l'image qu'on pourrait mettre à Hollywood. Il a 26 ans, donc il en a pour 6 ans de prison. France Travail, récemment, les 3 personnes qui étaient responsables avaient 20 ans et 21 ans et habitaient en Ardèche. On voit un peu avec les gens de Logbit qui de temps à autre, on voit leurs photos, sont révélées. On voit que malgré tout, on répond à ce cliché, on va dire souvent... de quelqu'un qui est dans le milieu, on va dire du code, de l'informatique, et qui puis il reste chez lui, il se rend pas trop compte, ou du moins il s'en rend compte, mais il s'en fout complètement, il est assez nihiliste, et puis il se fait son petit billet, et puis il pense pas aux responsabilités. Après, l'image qu'on donne, que moi je mets en ayant sur Midjourney aujourd'hui, où je mets hacker, c'est vrai que oui, l'IA va toujours me mettre quelqu'un avec une capuche. Mais comme je le disais en tout début de ce podcast, c'est que je suis obligé de parler autant à la grand-mère qu'à l'expert. Je suis désolé d'énerver l'expert. En revanche, il y a beaucoup de grand-mères qui, elles, associent cette image-là et je sais qu'elles liront l'article. Alors tant pis pour le cliché, au moins elle sera peut-être plus éduquée ensuite sur la cyber. Florian, toi, tu t'es battu pour retirer le sweat à capuche des visuels dans les échos. Est-ce que tu veux nous raconter ? Effectivement, j'ai demandé au service iconographie d'arrêter les suites à capuche. Mais pour les mêmes raisons que Bogdan, je ne demande pas à arrêter le clavier vert à la Matrix. Parce qu'il faut quand même effectivement attirer le lecteur. C'est bien d'écrire des articles très intéressants, mais s'ils ne sont pas lus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Donc voilà, sur le suite à capuche, beaucoup d'attaques sont préparées en pleine journée à la lumière. Les hackers ont aussi l'électricité, ils peuvent allumer une lampe. Donc il n'y a pas de raison de se mettre dans le noir avec une capuche. Mais effectivement, on a besoin d'images qui frappent pour pouvoir intéresser rapidement un lecteur. C'est comme ça que fonctionne l'information depuis très longtemps. Damien, toi, je vois très peu de têtes de mort aussi dans Le Parisien. Oui, mais je suis preneur de suggestions pour illustrer un papier cyber parce que on a un peu tout épuisé malheureusement, le clavier, les lunettes de soleil avec effectivement l'écran qui se reflète dessus. Voilà, on les a toutes eues. Je me bats aussi pour faire disparaître le suite à capuche, surtout parce que c'est un collègue qui a été pris en photo il y a quelques années, donc il en a un peu marre en fait d'apparaître comme un hacker, on le reconnaît un peu. Donc voilà, c'est vrai qu'au-delà du cliché, malheureusement, on a cette nécessité d'illustrer les articles et ça passe par ça. C'est plus facile, effectivement, aussi quand on fait un média grand public, de passer par ce cliché-là. Bon, il y a une petite partie de fainéantise, mais on n'a pas vraiment le choix, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, à moins de créer uniquement des visuels avec Midjourney. Je vois pas trop d'alternatives pour l'instant, en tout cas. Et justement, c'est quoi la réalité aujourd'hui? Comment est-ce qu'il faudrait représenter la cyber si on reste sur des visuels photos? Parce que d'après ce que je comprends, c'est un peu la contrainte que vous avez. Moi, dans mes communications, j'ai de la chance parce que je peux utiliser de l'illustration. Vous voyez ce qu'il y a derrière vous. Donc pour les auditeurs qui sont pas là, on a projeté un visuel qui a été réalisé par une designeuse qui s'appelle Amélie Rougier et qui représente un journal papier qui se délite en pixels. Donc on voit le journal papier qui se digitalise, qui se numérise. On voit aussi que c'est quelque chose qui n'est plus palpable, qui devient abstrait, infini. Donc on s'y perd un petit peu, c'est un peu vertigineux, on perd le contrôle. Je trouve que ce visuel, il représente vraiment bien, de manière assez équilibrée, le mythe vs la réalité de ce qu'est le monde de la cyber. On n'a pas quelque chose de complètement surnaturel qui fait peur, et on se rend compte de la liberté aussi, du champ des possibles, mais aussi des limites qu'offre la numérisation de nos sociétés. Donc c'est un vrai challenge déjà de réaliser des illustrations qui sortent un peu des clichés, mais en photo, je pense que ça reste très très limité. Ce serait quoi la réalité qu'on veut représenter en restant sur une contrainte photo? Est-ce que vous avez des idées? Ça frapperait beaucoup moins, mais on pourrait aussi montrer des groupes de personnes, hommes et femmes, devant des écrans d'ordinateur dans un bureau, des femmes aussi, comme ici, qui travailleraient sur du code. Mais ce serait beaucoup moins percutant qu'une image en noir et vert, c'est sûr. Et puis les experts se plaignent, mais le hacker qui fait peur, ça fait aussi vendre des solutions de cybersécurité, donc l'un dans l'autre. Il y a des experts qui adhèrent au suite à capuche. Quand même, le mythe, il vient pas de nulle part non plus. Bogdan, toi, t'as des idées? Non, toi, t'adhères au code. Non, donc, bah oui, moi je demande à Midjourney, il me répond, quoi. Donc je fais ça très bien, ouais. Mais alors, justement, Bogdan, toi, tu dis... Attends, je m'étais noté un truc. On reprend les codes visuels pour faire peur et ça marche. Donc ça, c'est les hackers qui vous transmettent ces codes visuels. Pourtant, dans une de tes vidéos de Numérama, t'expliques qu'il ne faut pas céder à la peur parce que c'est l'objectif, justement, principal des attaquants. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal, du coup? Alors, pas céder à la peur, si je le pouvais, évidemment que je mettrais juste un ordinateur en image de profil, en image d'article, et ça s'arrêterait là. On va dire, malheureusement, j'ai d'autres contraintes dans mon métier qui m'obligent à jouer un peu sur ce business de la panique. Maintenant, j'essaie quand même de rester éthique, je vous rassure, au maximum. Et donc, disons, notre chance d'être pseudo-expert dans la cyber en tant que journaliste, c'est de pouvoir nuancer des cyberattaques de grande ampleur ou des cyberattaques très ordinaires. Donc, contrairement au journalisme web, qui aujourd'hui est le journalisme que vous lisez le plus, les échos, mais beaucoup de gens évidemment qui sont lecteurs des échos, mais le journalisme web, celui qui touche de manière la plus générale et avec le plus d'envergure, on est obligé de devoir toujours nuancer ou de devoir au moins éduquer les gens. Alors oui, je répète tout le temps, il ne faut pas avoir peur.
Parfois, il faut avoir peur, hein. Mais quand on parle de DDoS, quand on parle d'attaques qu'on traite aujourd'hui souvent dans le web, et parce qu'elles sont très régulières, parce qu'elles viennent de puissances étrangères, vous comprenez. Quelqu'un d'autre qui voit uniquement cyberattaque et qui voit cyberattaque dans les Échos, Le Parisien, Le Figaro, Libération, pour lui, c'est une info nationale et on est obligé de devoir nuancer sur au moins un paragraphe en expliquant clairement. Et à chaque fois, je fais un copier-coller, mais tant pis, je le refais pour dire c'est pas très grave et on essaie de donner la définition la plus vulgarisée possible. Et on fait pareil en vidéo parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant, ce qui est paradoxal, ils sont énormément axés à la technologie, ils sont très numérisés. Mais pour autant, ils n'ont pas les notions de technologie. Donc, ils savent pas. Oui, ils ont un portable entre les mains. Et en revanche, on le voit sur un tas de sondages, un tas de statistiques qui sont régulièrement publiées dans les médias. Ils comprennent pas encore ce que c'est cette donnée. Ils comprennent pas encore ce qu'il y a derrière une application comme Instagram, Snapchat ou surtout même, j'ai envie de dire, TikTok. Et donc, on est obligé de faire toute cette partie éducation. Rassurer souvent, mais surtout éduquer. Je vois l'heure qui tourne et justement, c'est le sujet que je voulais aborder. Pour conclure cet épisode et avant de prendre les questions, comme promis, il y a quand même un sujet que les journalistes adorent et qu'on peut aborder ici, c'est prédire l'avenir. Donc faire des pronostics sur ce qui va se passer. Vous savez, on dit toujours les 3 points que Macron va évoquer dans son discours. On aime bien prédire l'avenir dans les médias. Donc selon vous, quelle va être l'évolution de la place des sujets cyber, mais aussi tech dans leur ensemble, dans les années à venir au sein de vos rédactions? Damien, est-ce que le service tech a des chances de devenir aussi important que le service des sports? Par exemple. Oui, bien sûr. J'aimerais bien. Ou est-ce qu'il va se faire plutôt aspirer par d'autres services, comme la politique ou l'économie? Je pense que l'avenir du traitement de la cyber, ça va être d'irriguer finalement tous les autres services. On va parler de cybersécurité dans au service politique, par exemple, avec les cyberattaques. On va en parler en économie parce que ça a des conséquences. On va en parler dans le service société parce que ça touche les hôpitaux. Finalement, c'est une matière qui a vocation à être de partout. Parce que on va pas retourner à l'âge de pierre, on va pas retourner au stylo, donc il y a zéro chance qu'on arrête de transmettre nos données sur un serveur distant avec des risques d'interception. Il y a zéro chance qu'on mette à jour tout le temps nos antivirus, qu'on prenne des réflexes de mettre des mots de passe extrêmement robustes. Il y a encore cette grosse partie-là. Il y a des générations qui sont pas sensibilisées à ça. Il y aura toujours de la matière pour nous à traiter. Et ça, c'est un discours que tu n'aurais pas eu il y a 5 ans, par exemple? Il y a 5 ans, je serais venu devant mon rédacteur en chef pour lui parler de cybersécurité. On aurait une discussion assez courte et il m'aurait dit c'est bien, mais tu peux faire peut-être ça sur ton temps libre ou on va peut-être faire une brève ou peut-être que tu vas attendre un petit peu à la fin du mois, voir si tu as du temps libre pour faire ce sujet-là. Mais sinon, c'était pas une priorité, effectivement. Florian? Je pourrais redire ce que vient de dire Damien. Effectivement, la cyber va se diffuser partout. Il y a un autre point qui concerne pour le coup spécifiquement les échos et la presse économique, c'est que ça devient aussi un très gros marché. C'est de 100 milliards de dollars mondialement. Et on voit maintenant des Google qui rachètent des sociétés de cybersécurité. On voit le numéro 1 du secteur, c'est Microsoft. Donc c'est-à-dire que les plus grosses entreprises du monde font de la cybersécurité. Donc évidemment, le marché va grossir et on en parlera de plus en plus. Bogdan, toi, tu disais vivre avec les cyberattaques is the new normal. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Alors oui, parce que tant qu'on aura des portables, tant qu'on aura des ordinateurs, tu le sais très bien, il y aura des cyberattaques. Et puis plus généralement, on voit un peu le contexte mondial dans lequel on est. Donc demain, si demain il y a encore un nouveau conflit, ça commencera aussi par des cyberattaques. Et on n'est pas, comme je disais aussi au début de ce podcast, on n'est pas forcément obligé de tirer avec des missiles ou avec des fusils. On peut très bien le faire à distance en envoyant un ransomware ou un Viper pour détruire un serveur, pour faire exploser une infrastructure énergétique de l'intérieur. Et donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte, surtout dans un contexte aussi tendu et dont on est obligé de parler. C'est le mot de la fin. Merci à vous 3 de nous avoir partagé les coulisses de votre métier. Et avant de rendre l'antenne, comme si on était en direct, on va prendre quelques questions du public, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? Vincent,
Je t'en prie. Est-ce que tu veux venir poser ta question à mon micro? C'est encore plus sympa. Bonjour, je m'appelle Leslie Fran... Pardon. Une remarque et une question. La remarque, je ne suis pas complètement étonné, du coup, qu'on n'ait pas beaucoup de témoignages de cyberattaques quand je vous entends parler des victimes. Vous êtes très offensif vis-à-vis d'elles. Mais bon, autre sujet. Ma question, c'est quoi une bonne communication de crise pour vous, de la part d'une organisation victime de cyberattaque? Vas-y. Pour la critique, on peut l'entendre parce que nous aussi, on se pose des cas de conscience. Parfois, ça nous arrive. Savoir si justement on met de la pression sur ces victimes, parce que les mots ont un sens et c'est une vraie victime. Pour le coup, elle n'a pas choisi de subir ça. Ses employés non plus, n'ont pas choisi d'avoir leurs données personnelles dans la nature et ainsi de suite. C'est vrai qu'on a une responsabilité par rapport à ça, qu'on mesure justement en leur donnant la parole, ce qui est quand même l'essentiel. Et on parle de responsabilité, ouais. Je pense que nous, c'est le cœur de notre métier et on doit leur donner la parole pour que eux se justifient par rapport à la fois à leurs employés, par rapport aussi à vos données à vous qui sont dans la nature. Et je pense que oui, c'est l'essentiel de ce qu'on fait en temps normal. Alors, moi, je dirais être honnête. Le plus souvent, j'ai un exemple très précis en tête. J'ai remarqué 2 fuites de données, une au ministère du Travail et une autre au ministère de l'Éducation nationale. Alors, je sais plus qui a mal répondu et qui a bien répondu. Alors, en tout cas, il y en a un qui a été très malhonnête au début, en disant, en essayant de repousser à chaque fois la réponse, en disant non mais c'est rien du tout, non mais vous avez vu autre chose en fait, c'est pas très grave. Et puis il se trouve que la fuite de données a pris de l'ampleur, ne serait-ce que sur le forum. Et donc à ce moment-là, on le voit, le ministère nous le confirme. Eux veulent très peu communiquer dessus. Et donc, on écrit quelque chose de très flou, et donc, ne serait-ce que pour le lecteur, imaginons si c'est une entreprise, quelque chose qui reste très flou pour tout le monde, et donc beaucoup plus inquiétant. L'autre ministère m'avait dit tout de suite, on se fait une visio, on en parle très clairement, on vous explique ce qui s'est passé, et on va être pédagogique là-dessus. On reconnaît qu'il y a eu des erreurs, on essaye de se défendre aujourd'hui, on essaye d'enclencher de nouveaux mécanismes, et derrière, pour le journaliste, ça fait beaucoup plus d'infos, et pour le lecteur aussi, pour non seulement expliquer ce qui s'est passé, mais aussi pour rassurer sur l'ampleur de l'attaque. Florent, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ça me faisait penser à dans les peu d'attaques que j'ai couverts sur le moment, il y avait celle de TV5 Monde en 2015, si je ne me trompe pas, et le directeur informatique de TV5 Monde avait tout de suite été transparent sur ce qui se passait. Et c'est vrai que journalistiquement, quand on a des éléments précis pour raconter un épisode de cybersécurité, ça permet aussi de couper court à des rumeurs et à des fantasmes, ce qui peut du coup servir la victime. Oui, elle a été touchée, mais entre guillemets, ce n'est que ça. C'est pas non plus, en l'occurrence, TV5 Monde avait repris antenne et pouvait reprendre son rôle de média. Et un dernier mot sur la communication de crise, ta question. Je pense qu'il y a déjà, globalement, il y a une omerta dans les entreprises par rapport à ça. Personne ne veut passer pour la victime, personne ne veut passer pour la boîte qui s'est fait avoir par un mail de phishing, parce qu'il y a aussi une question de politique d'entreprise. Peut-être qu'ils n'avaient pas un niveau de sécurité qui était suffisant. Personne ne veut se faire avoir. Donc, quand il y a des questions légales aussi. Questions légales aussi, parce que c'est les répercussions, mais ça, c'est la CNIL maintenant qui leur tombe dessus. Ça peut piquer, oui, effectivement. Mais en termes de communication d'entreprise, ce qu'on conseille, nous, à chaque fois qu'il y a une boîte, quand je l'ai la première fois, quand elle reconnaît ses torts, ça se passe très très bien. Mais je leur dis souvent, ok, vous êtes fait avoir, mais reconnaissez que vous avez été pris à défaut. Faites-le pour les autres entreprises, en fait. Faites-le, soyez une victime, soyez le porte-parole des victimes et expliquez votre cas, comment ça s'est passé. Faites un examen, un retour d'expérience, comme on dit, mais partagez-le. Ça n'arrive pas qu'aux grosses boîtes, ça n'arrive pas qu'aux PME, ça n'arrive pas qu'aux gens qui sont mal préparés. Il faut absolument en parler, en fait, autour de soi pour couper court aussi à ces mafias. C'est devenu une industrie. Il faut, en fait, tarir, en fait, la source. Je crois qu'on avait une autre question par là-bas. Lumena Duluc.
Oui, merci. Alors, vous avez parlé de TV5, ça tombe bien, je comptais poser une question là-dessus. On parle des attaquants, on parle des victimes. Moi, je vais prendre la cybersécurité dans les médias au premier degré. Et comment va la cybersécurité dans vos structures ? Puisqu'on parle des ESN, on parle des entreprises de cyber qui peuvent être attaquées elles aussi, mais finalement, les médias, comment ça se passe ? Alors, on est des sociétés évidemment critiques, sensibles de ce point de vue-là. Dans nos médias, il y a sûrement plein d'informations qui ne doivent pas sortir à n'importe quel moment pour le grand public. Et de ce point de vue-là, on est une entreprise comme une autre, on se protège. Chacun pourra juger du niveau ou pas. On est suivi par les autorités, notamment pendant les périodes électorales, où on est très surveillé. Notre cybersécurité est très surveillée. Après, toute entreprise, malheureusement, même la meilleure, peut se faire avoir. Donc, on n'a plus qu'à toucher du bois. Oui, on n'échappe pas à la règle. Nous sommes aussi régulièrement visés en tant qu'entreprise, parce que quand ils lancent des attaques, généralement, ils lancent un grand filet. On peut aussi tomber dedans. On fait régulièrement des exercices de simulation. Il y en a eu un il y a quelques années qui était un peu triste parce qu'il y avait eu un email de phishing pour une vente privée du groupe auquel on appartient. Et il se trouve qu'après retour d'expérience, c'était une responsable des RH qui était tombée dans le piège. Donc, c'était elle qui avait commandé l'exercice. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais c'est bien aussi de savoir l'état de santé de son entreprise. Et parce que si on peut critiquer les boîtes à travers les articles, mais c'est aussi bien de savoir, nous, quel niveau on peut avoir. Donc, on fait régulièrement des tentatives comme ça de phishing. Nos structures sont assez protégées parce qu'on appartient aussi à un grand groupe où on est un peu le parent pauvre, mais on doit aussi être une porte d'entrée pour d'autres plus grandes cyberattaques sur le groupe LVMH en l'occurrence. Donc on est extrêmement bien protégé, mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on se pose la question, nous, de savoir est-ce qu'on a une vraie responsabilité. C'est quand ça touche TV5 Monde, ils ont une responsabilité. Quand ça touche un autre média, on parle souvent des fake news. Les journalistes n'ont pas une très très bonne réputation, il faut en avoir conscience aussi. Si en plus on commence à détourner et leur système d'information et leurs écrits, ça se complique encore plus. Bogdan ? Ouais, nous on a été particulièrement visés par les DDoS là, même assez récemment, avec des coups assez violents, des choses qui sont comparables à ce que font les activistes contre l'Assemblée nationale, avec plusieurs millions de requêtes en l'espace de quelques secondes, au point même de nous éteindre le site pendant 20-30 minutes, parce que pour un média uniquement sur le web, imaginez l'impact que ça a pour nous, avec des répercussions même sur d'autres médias, tellement les serveurs ont été touchés. On a communiqué là-dessus, d'abord sur LinkedIn, en décrivant ce qui s'est déroulé et comment on a essayé de réagir. Donc déjà, on sait qu'on est ciblé. Est-ce qu'on est ciblé parce qu'on a un média ? Est-ce qu'on teste quelque chose sur nous ? Parce que c'est ce que font aussi souvent les groupes. Ils testent des botnets pour voir comment ça fonctionne, et après ils vont viser d'autres cibles qui sont peut-être plus intéressantes pour eux. Je sais que sur ce point-là, on est ciblé pour l'avoir vécu en direct. Je répondrai même, j'irai plus loin encore dans cette question. C'est nous-mêmes, on peut être ciblé directement, pas l'entreprise. On peut être victime de phishing. Alors toi tu disais, c'était RH, nous c'est la moitié de l'entreprise qui a cliqué sur le mail. Moi, en tant que journaliste qui communique souvent avec les groupes d'activistes sur Telegram, je donne aussi une partie de mon identité, plus ou moins, même si évidemment tout est fait sur pseudonyme. On va dire, j'essaie de prendre les meilleures mesures de sécurité que j'ai en main, mais finalement, c'est pas si sûr que ça. Et dans tous les cas, je pense que s'ils remontent, ils verront très, très rapidement qui a publié là-dessus. Donc, on met aussi notre identité en jeu et celle de notre entourage. Donc, on est des cibles dès qu'on travaille aussi avec ces hackers. Et puis, j'ai un exemple aussi en tête. Alors là, c'est pas son compte qui a été touché, mais plutôt sa dignité, parce qu'il y avait un journaliste qui discutait avec le groupe Black Hat et qui s'était fait avoir par un autre hacker. Et sur le site de Black Hat, que tous les journalistes consultaient à ce moment-là, parce qu'ils avaient piraté un casino de Las Vegas,
ils ont écrit une série d'insultes contre ce journaliste en disant que c'est un gros nul qui sait pas du tout vérifier ses infos et qui ment à ses lecteurs parce qu'il n'a pas d'éthique et parce qu'il fait pas son travail correctement. Donc il faut un peu imaginer l'image et le retour qu'on a sur son travail quand des hackers nous affichent comme ça devant des millions de personnes. Je crois on prend une dernière question. Alors, moi, je suis souvent en contact de patrons de PME pour les convertir à la protection en cybersécurité. Et je voulais citer un partage avec notamment régulièrement ce que vous avez dit, c'est que les premières données personnelles, c'est souvent celles des employés. Et je pense que les patrons de PME ou d'autres patrons n'ont aucune idée de se dire, tiens, et finalement, si je devais aussi protéger les données des gens qui travaillent pour moi. Et ça, c'est un point, je pense qu'il faut peut-être mettre plus en lumière pour les sensibiliser, parce qu'ils se disent, bon, les clients, il y en aura d'autres, mais des salariés, et là, je pense qu'ils se seraient plus sentis impliqués. Je pense que c'est un axe sur lequel il faut peut-être plus travailler, enfin, de réflexion. C'était un partage que je voulais faire avec vous. Après, voilà. Ils sont quand même... Les données des salariés sont des données personnelles, et pour le coup, la loi, le RGPD en l'occurrence, est assez sévère si ce type de données fuite. Les entreprises ont l'obligation de sécuriser les données personnelles. Eh ben, c'est le mot de la fin. Pour clôturer cet épisode exceptionnel, encore une fois, je remercie à nouveau Nicolas, Saben et les équipes de La Guardia, mais aussi la prod. Ma prod, c'est Eco Studio. Il y a Jérémy juste là qui anime le podcast sur l'immobilier le plus écouté en France. Ça s'appelle Ça fait un bail. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je remercie aussi Agathe de Eco Studio qui m'accompagne au quotidien dans mon aventure podcast. Je remercie évidemment Amélie Rougier qui est celle qui m'accompagne sur le branding du podcast et sur le visuel projeté aujourd'hui. Et aussi certains collègues, David, Alice, pour leur précieux conseils et soutien. Donc ça me donne beaucoup de courage au quotidien pour réaliser tous mes projets. Et bien sûr, je vous remercie à vous tous d'être là aujourd'hui. Merci à mes 3 invités d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça vous a plu. Merci, merci à toi. Merci. Et je vous dis merci. Bravo à vous. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Et à vous, je vous dis à tout de suite à côté pour prendre un petit verre tous ensemble. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.